Pas simple d'être le dernier intervenant. Ce n'est pas simple parce que l'essentiel a été dit et tout ce que je peux dire répétera probablement ce que vous avez entendu et je serai un peu embarrassé. J'avais préparé un très beau discours pour vous parler de toutes ces questions. Je ne sais pas si je vais le suivre ou si je vais suivre une inspiration d'après tout ce que j'ai entendu et qui apporte toujours à ce qu'on croit savoir. Le sujet qui est en jeu aujourd'hui concerne les droits fondamentaux de l'individu et son rapport à l'autre et à la société. Mais c'est probablement plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer que d'aborder cette question. Que peut-on dire qu'on ait déjà dit cet après-midi? Ici même l'année dernière, dans la même circonstance, nous en avons parlé. J'avais en ce moment-là abordé la question de la tolérance dans la culture traditionnelle africaine, qui est souvent méconnue sous les latitudes où nous sommes. Alpha Dramé a fait allusion aux bases de cette culture. J'étais allé un tout petit peu plus loin l'année dernière, mais enfin, je ne vais pas répéter mon discours de l'année dernière, même si j'y fais allusion. La plus grande difficulté dans le sujet que nous abordons aujourd'hui provient, selon moi, de la confusion que l'on fait souvent entre droits fondamentaux de l'homme et idéologie, et de la tension permanente entre ces deux éléments. Une idéologie est un ensemble d'idées, de croyances, de doctrines propres à une société dans un contexte spatio-temporel qui peuvent servir de levier à l'action, laquelle action peut aller dans un bon ou dans un mauvais sens. Elle est donc par définition, donc l'idéologie, elle est susceptible de varier pour le meilleur et pour le pire. Alors, quant aux droits fondamentaux, ils sont universels en ce qu'ils sont inhérents, et on l'a répété plusieurs fois ici, à la nature même de l'homme, et ils sont inscrits en quelque sorte dans la conscience de chaque individu. Et cela induit une exigence morale, spirituelle. Vous aurez remarqué qu'à la base, en tout cas je le pense, de tous les conflits qui rythment de tout temps la marche du monde, il y a avant tout la méconnaissance, voire la négation de l'autre au nom de valeurs et des intérêts matériels supposés a priori à ceux de l'autre. Alors, ici je fais une parenthèse sur laquelle on reviendra. Il y a une question qui est venue souvent. On a dit, M. Spinoza a abordé la question, d'autres ont dit, mais les Nations Unies, ça parle, ça fait de la politique, ça n'a plus aucune importance. J'ai passé 30 ans de ma vie à travailler dans le système des Nations Unies, dans le domaine des droits de l'homme. Pas à la tribune où des gouvernements viennent avec des rapports plus ou moins biaisés, pas dans la société civile qui parfois est tout simplement la pointe visible de partis politiques qui peuvent être d'opposition et puis qui le lendemain passent ailleurs. Je ne critique pas la société civile. Je dis que ça fait partie du jeu dans ce système. J'ai travaillé dans ce système, c'est pour ça que je m'arrête un peu sur ça,
dans une organisation spécialisée qui est le Bureau international du travail, à partir du contact avec les gens sur le terrain. J'étais conseiller régional dans les régions, en Afrique en particulier. Il s'agissait de discuter avec des gens, de rappeler que les droits qu'ils avaient en eux, auxquels ils aspiraient dans l'espace politique, ils pouvaient les avoir par une lutte politique au niveau international. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je peux dire que nous avons eu des avancées plus significatives qu'on ne peut dire. Peut-être pas sur le moment, mais petit à petit dans le déroulement de l'histoire. On parle de la Pologne. Lorsque ces débats avaient lieu, par exemple, à la commission des normes du BIT, c'était à un moment donné, grâce à la société civile, à des organisations syndicales qui, elles, avaient conquis le droit de s'exprimer et d'agir en tant que syndicat. Lorsqu'on en est arrivé là, c'est pratiquement dans le bâtiment du Bureau international du travail qu'ont été finalisés les éléments qui ont amené celui que vous avez beaucoup connu, Lech Walesa, qui a été le premier président de la politique, ou plutôt de la Pologne dite libérée. Je peux citer d'autres cas. Sur l'esclavage, il m'a été donné d'aller discuter en Mauritanie, juste pour mettre les textes en place sur la question de l'esclavage des peuples noirs, pour qu'un jour, ceux qui luttent puissent se référer à quelque chose. Donc, je peux donner encore de multiples exemples, mais je voulais dire par là qu'il n'y a pas que le blabla dans les enceintes. Il faut, à un moment donné, mettre en place des mécanismes qui permettent d'avancer et de sortir des conflits. Puisque je disais que, de tout temps, les conflits ont été, qui rythment la marche du monde, partent de la négation de l'autre. À un moment donné, il faut qu'une communauté de plus en plus large puisse prendre acte de cela et mettre en place les règles pour sortir de là. Donc, c'est en prenant acte de ces divergences idéologiques, puisque je parlais de l'idéologie et des droits fondamentaux, de la tension entre les deux, mais en prenant acte des divergences idéologiques, la communauté internationale, notamment de la manière que je viens de rappeler, a défini de manière consensuelle et inscrit dans des instruments internationaux ce qui relève de l'intérêt de tous et de chacun et établit un cadre de référence commun pour surmonter les conflits éventuels dans les rapports entre les individus et entre les peuples. Donc les instruments internationaux qu'on appelle droits de l'homme, effectivement le terme peut être un peu parfois bizarre et contre-productif, mais il n'y en a pas tellement d'autres. On peut mettre beaucoup d'autres termes l'un à côté de l'autre, mais on a retenu celui-là parce que peut-être c'était tout simplement un consensus entre les autres, et puis petit à petit on a ajouté non seulement les droits fondamentaux de l'homme, et puis il y a eu les droits fondamentaux des peuples et tout ça. Et tout cela est repris dans les constitutions et les textes fondamentaux au niveau national, que souvent on ne respecte pas. Mais enfin, ils sont là, ils constituent une référence. Mais une fois que j'ai fait cette mise au point, j'espère que vous m'avez compris, je reviens à notre sujet du jour. Parce que s'ouvrir l'un à l'autre, c'est une démarche pour essayer de vivre en paix avec son prochain. Non pas à longue échéance, mais au quotidien. Et cela est un chemin pour réaliser la paix universelle. D'où les instruments fondamentaux au niveau universel. Mais cela ne va pas de soi. Comment faire pour cela? La réponse, pour moi, est sans équivoque. Et c'est ce qu'on a dit, s'ouvrir à l'autre.
Mais qu'est-ce que cela veut dire, s'ouvrir à l'autre? Comment faire pour s'ouvrir à l'autre? S'ouvrir à l'autre ne veut pas dire nécessairement adhérer aux valeurs de l'autre, mais essayer de les comprendre déjà, dialoguer pour trouver éventuellement des points communs avec ses propres valeurs, pour autant qu'elles soient des valeurs. Cela implique de placer sans a priori les valeurs de l'autre dans le contexte culturel et matériel qui les a engendrés. Autrement dit, connaître avant de juger, avant de voir le voile qui est sur la figure ou sur le corps de quelqu'un, essayer par un cheminement de la pensée de voir qu'est-ce qu'il peut être derrière, au lieu d'agresser pour constater parfois que c'est tout simplement, je ne sais pas, un jeu, ou qu'il y a quelque chose de plus sérieux derrière. Donc, comprendre avant de juger. Cela renvoie, et c'est ce qui a été rappelé par Dramé, au concept d'humanisme que j'avais évoqué l'année dernière et qui est traduit dans la culture africaine par le concept de l'Ubuntu. C'est une conception du monde et de l'homme qui s'inscrit dans une altérité globale intégrant tous les vivants. Et ici, il y a la notion de vie. Eh bien, dans cet exposé de l'année dernière, j'avais évoqué le système de valeurs de la culture africaine tel qu'il est et qui postule notamment il n'y a pas une vie supérieure à une autre vie. L'homme est l'homme par sa manière de vivre avec les autres. La notion d'altérité. Tu es toi, je suis moi. Sans l'autre, je ne suis rien. La personne humaine, c'est-à-dire l'autre, est une valeur à respecter. Alors, les instruments internationaux concernant les droits fondamentaux constituent une synthèse et une formalisation de ce qu'on trouve pratiquement dans toutes les cultures, disons, qui concernent le vivant. On s'ouvre à l'autre pour s'enrichir et enrichir l'autre. Ça a été dit à plusieurs reprises. Mais avant de s'ouvrir à l'autre, c'est encore un autre élément, il vaut mieux se connaître déjà soi-même. La question a été posée, est-ce que je me connais moi-même? Qui suis-je? Ainsi de suite. C'est une question fondamentale. Croire en des valeurs de référence qui constituent un guide intérieur à soi, qui renvoie à une philosophie de la vie que tout homme reçoit en patrimoine. Cela n'est pas simple. Comme je disais, dans un monde où le niveau et la nature de l'information dite grand public sont de plus en plus contestables, avec des stéréotypes qui tendent à figer des identités au nom des idéologies conquérantes dont j'ai parlé. L'ouverture à l'autre est une démarche volontaire et dynamique qui part d'une certaine conception fondamentale de la vie et de l'homme, comme je l'ai dit. Je rappellerai un petit exemple ici. Dans la culture Luba, qui est une de mes cultures, on salue l'autre, même quand c'est la première fois qu'on rencontre l'autre, par le terme « moyo ». Cela veut dire, textuellement, « moyo », ça veut dire « cœur ». Quand on salue « moyo », ça veut dire « je t'ouvre mon cœur ». C'est le premier acte, c'est la première parole qu'on adresse à quelqu'un. « Je t'ouvre mon cœur ». Si tu ouvres à quelqu'un ton cœur, sa première réaction, à moins qu'il n'ait déjà été avarié par d'autres considérations,
il n'attaquerait pas, il serait beaucoup plus attentif. J'aimerais évoquer aussi à ce sujet une anecdote que j'ai vécue personnellement. Une fois dans le cadre de mes pérégrinations de fonctionnaire international, je me suis retrouvé en Afrique du Sud, dans un restaurant où j'étais sûr, c'était à la sortie de l'apartheid, on avait beaucoup discuté de ces questions, je me suis retrouvé dans un restaurant tout seul, devant mon plat, et puis il y avait un blanc qui était à la table voisine. Ce monsieur commande sa bouteille de vin. Moi, j'avais la mienne. Je ne saurais pas dire si c'était une bouteille entière, mais j'avais aussi mon vin. Lui, il a commandé une bouteille. Pour moi, ce blanc, à la sortie de l'apartheid, bon, il ne pouvait me regarder que d'un air bizarre, un noir dans ce restaurant. Et non. Ce monsieur me regarde, il dit « Bonjour monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous proposer de partager ce vin avec moi? Il vient de ma région, je suis sud-africain, il vient de ma région et on fait du très bon vin. Et j'aimerais vraiment le partager avec vous. » Je dis, bon, je regarde, est-ce qu'il est normal ce type? Un blanc. Puis finalement, non, très vite, après tout, je pérégrinais pour des droits de l'homme. J'ai dit bien sûr, et nous avons partagé ce vin. On a commandé même une deuxième bouteille. Nous avons amorcé une discussion très, très, très sympathique sur la nécessité de s'ouvrir les uns aux autres. Donc, voilà tout ce que je peux dire. C'est une expérience vécue et il y en a beaucoup d'autres. J'ai été aussi 68ard, je ne vous raconterai pas mes aventures de 68. Et moi non plus. Mais elles étaient un peu moins folkloriques en Afrique où j'étais à l'époque dans nos universités qu'ici où c'était un peu folklorique. Mais là, on était tout de suite confrontés à des violations massives des droits de l'homme. Et étant à l'université, nous étions pratiquement l'avant-garde de notre population. Donc c'était un combat d'une autre nature. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je voudrais dire tout simplement que il faut toujours promouvoir l'éducation en matière des droits de l'homme. Quels que soient les éléments, rapprocher les cultures, connaître l'autre, et tout ça pour être plus nombreux, toujours plus nombreux, pour défendre les droits fondamentaux. C'est très très important. Je crois que le rôle de l'éducation, et notamment, je crois que c'est le travail principal de cette association qui nous a invités ici, même si les jeunes ne sont pas nécessairement la majorité, mais on ne désespère pas parce que ce combat-là, on peut savoir quand on le commence, mais on ne peut jamais savoir quand ça se termine. Et d'ailleurs, ça ne peut pas se terminer. Parce que l'homme étant l'homme, il renouvelle toujours ses bienfaits, mais aussi ses forfaits. Alors, donc, la question de l'éducation est un élément central, non seulement dans les structures scolaires, etc., mais dans les structures de la société civile, dans des associations, etc. Ça, c'est très important. Mais pour terminer, puisqu'il s'agit de la jeunesse aujourd'hui, c'est elle qui est au centre de notre rencontre, je voudrais simplement souligner rappeler que la jeunesse est sans doute la période où se forgent les convictions qui donnent un sens à la vie. À l'heure du bilan personnel qui a été évoqué, il vient un moment, tôt ou tard dans la vie, où on se pose forcément la question de savoir, la question, on se la pose consciemment ou non, de savoir ce qu'on a fait de sa vie. La réponse
et notamment donnée par l'exhortation de ce grand et vieil homme qui nous a déjà quittés, que fut Stéphane Hessel, un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui s'adressait, il avait plus de 90 ans, je crois, il s'adressait à la jeunesse en ces termes: engagez-vous. Et on le voyait à la télévision chaque fois répéter cette exhortation: engagez-vous. Parce que, en vous engageant, quand vous êtes jeune, en vous engageant activement dans la défense des droits fondamentaux pour vous-même, c'est moi qui marche dans les pas de Stéphane Hessel, et en vous ouvrant aux autres, vous contribuerez à la paix dans le monde, et vous pouvez être assuré de donner un sens à votre vie d'homme parmi les hommes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre patience, mais ayant eu pratiquement le privilège de parler le dernier, j'en ai un peu profité. Hein. Merci beaucoup. Ce que j'ai dit au début de mon intervention à mon frère Aziz, c'est que c'est toute la différence qu'il y a entre les idéologies et les droits en tant que tels. Parce que dans les idéologies, on met n'importe quoi au nom des intérêts qu'on définit à certains moments, quitte à ce qu'on utilise éventuellement le droit comme un paravent. Quand on regarde ce qui se passe actuellement, même le débat est pratiquement interdit au nom de l'idéologie, et on prétend que c'est au nom de valeurs. Je crois que c'est un élément très, très important de chaque fois, surtout dans le processus d'éducation, de faire, non pas seulement à l'égard des jeunes, il y a beaucoup de vieux qui doivent être éduqués, si je puis dire, y compris par les jeunes un peu plus clairvoyants qui voient les réalités du monde. Donc on doit toujours insister sur la différence. L'autre que je vois, il réagit en fonction de quoi? Est-ce que c'est en fonction de sa foi en tant que telle? Non, il y a l'idéologie, et maintenant il y a les canaux de l'information qui transportent beaucoup plus, comment dire, des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, etc. et où finalement on ne s'y retrouve pas. On a évoqué un élément en Afrique centrale. Quand on regarde les conflits, on voit même des victimes qui deviennent des bourreaux. Et ils croient, c'est ce qu'aussi on voit en Israël, des victimes qui avaient le droit de lutter pour défendre leur vie et que le monde entier devait assister pour qu'ils vivent et qu'ils affirment leur présence sur cette terre. Eh bien, ces gens-là, à la base, ce n'est pas un problème. Mais ils sont récupérés par ceux qui définissent des enjeux qui n'ont plus rien à voir avec les droits fondamentaux, mais qui sont des enjeux de pouvoir, des enjeux de stratégie économique, ainsi de suite. Je finirai par un exemple, un tout dernier, qui est tout à fait à la mode. La question qui est posée de cette grave maladie qu'est l'Ebola. L'Ebola, c'est la question actuelle. Il y a des gens qui partent de l'Europe, qui sacrifient pratiquement leur vie pour aller au service de l'autre sans se poser trop de questions. Mais il y en a d'autres qui sont dans leur confort ici. Vous allez trouver des médecins qui vous disent, mais il y a des patients qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que si je reçois un billet d'un noir, est-ce que je ne vais pas attraper l'Ebola? Je l'ai entendu ces jours-ci, ici. Oui. Si un noir me donne un billet, je prends ça, est-ce que je ne vais pas attraper l'Ebola? Le noir, est-ce que c'est mon fils ou mon petit-fils qui est né ici, qui n'a jamais mis les pieds en Afrique?
qui devient tout d'un coup porteur d'Ebola ou des choses comme ça. Vous voyez, avec des idées comme ça, on est dans des idéologies, on catégorise l'autre, ainsi de suite. Donc, pour me résumer, je voulais juste dire que c'est toute la différence entre les idéologies et les droits qui sont universels, qui sont dans le cœur de chaque homme. Et parfois, l'effort d'éducation, c'est de les révéler à celui qui n'est même pas conscient qu'il a des droits et que le vis-à-vis a les mêmes droits. C'est tout ce que je voulais dire.